Bonjour, bonjour. Merci d'être venu assister à cette dernière conférence de la journée. Je suis Jean-Jacques Valette, je serai votre animateur. Donc je suis journaliste indépendant spécialisé dans l'environnement et la technologie. Et aujourd'hui, nous accueillons Simon Desnains, enseignant-chercheur et responsable du Master of Science Nature Inspired Design de l'ENSI. Geoffrey Belniche, directeur Unilassal Rennes et directeur du développement durable. Olivier Lemoine, directeur de la biodiversité chez Elan et écologue. Aujourd'hui, la table ronde aura comme sujet Nature égale futur. Peut-on reconnecter l'homme et l'entreprise à la nature grâce à la protection du vivant, la bio-inspiration et l'éco-innovation? Alors pour commencer, messieurs, je vous propose peut-être un petit tour de présentation, si vous pouvez nous dire un petit peu vos fonctions respectives. Donc Simon Desnains, designer, j'ai commencé par faire des mathématiques avant de faire du design, et ensuite ça fait maintenant 15 ans que je suis designer en agence, et en parallèle de ça, je suis enseignant à l'ENSI, effectivement, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, et avec Gillian Grave, on est responsable pédagogique d'un Master of Science qui connaît sa 3e promotion actuellement, qui s'appelle Nature Inspired Design, et qui interroge la relation biomimétisme et design, et savoir comment les considérations liées au biomimétisme et à la bio-inspiration peuvent nous aider à concevoir autrement, de manière très courte. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Geoffroy Belniche, je suis le directeur du campus de Rennes d'Unilassal, qu'on appelle l'école des métiers de l'environnement. C'est une école qui existe depuis 30 ans, sachant que Unilassal, c'est tout un ensemble d'écoles qui existe depuis plus de 170 ans. Ça a été fondé en 1854 et on est donc une école d'ingénieurs en agronomie, alimentation, santé, géologie, numérique, énergie et environnement, avec des diplômes de bachelor, master et d'ingénieur. Je suis également directeur du développement durable pour ce groupe d'écoles, avec beaucoup de sujets qui sont en lien avec la question de ce soir. Et puis, et bien sûr, le sujet du biomimétisme, sur le sujet du lien entre la nature et l'activité humaine. On a vraiment des choses à dire dans nos écoles. On a vraiment cette question du lien à l'agriculture, du lien au territoire, la nécessité de se reconnecter. Je pense que c'est des choses qu'on pourra voir ensemble. Puis juste une petite mention aussi, parce que c'est un point qui occupe pas mal mes journées en ce moment aussi, c'est que je suis également coprésident du label des DRS. Alors je pense que vous ne connaissez pas le label des DRS, mais il est important pour nous. C'est le label du ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des Transitions qui labellise l'engagement en termes de développement durable et de responsabilité sociétale des universités et des grandes écoles. Donc on est 2 présidents, une présidente qui vient de l'université, moi qui viens d'une grande école, et l'objectif c'est de faire en sorte, suite au rapport Jouzel, que l'enseignement supérieur et la recherche soient totalement engagés sur ces questions, des questions de développement durable, de prise en compte des enjeux, dès le début de la formation de tous les jeunes. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle et j'espère qu'on arrivera au travers de ce label à transformer significativement l'enseignement supérieur. Voilà ce que je peux dire en introduction. Bonjour à tous, moi je suis Olivier Lemoine, je suis écologue. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la définition. Un écologue, c'est un biologiste, c'est un des métiers de la nature. Et j'ai peut-être la spécificité d'avoir été la première génération d'écologues. J'ai maintenant presque 40 ans d'expérience. Donc j'ai vécu cette première génération et ce que je vais vous dire, c'est un peu au regard un petit peu de cette expérience. À titre professionnel, donc, je dirige le pôle biodiversité chez Elan. Elan, c'est un cabinet conseil en immobilier qui intègre tous les critères de développement durable, donc qui essaye on l'a mis dans notre raison d'être, de bousculer l'immobilier pour le faire changer d'emprunter. Un secteur qui n'est pas facile d'ailleurs. Et il faut savoir qu'Elan est une filiale de Bouygues Bâtiment, Bouygues Construction. Et moi, j'ai aussi une autre fonction qui est d'être un peu le référent transversal de la biodiversité chez Bouygues Bâtiment Île-de-France, c'est-à-dire dans tous les métiers de la construction de Bouygues. Belle fin de carrière. On parlait de label, j'ai aussi participé à la création d'un label pour l'immobilier qui s'appelle le label Biodiversity, avec le City comme la ville. Merci à vous. Alors, Monsieur Lemoine, vous aviez amené justement des slides pour nous parler un petit peu de votre métier. Alors,
Notamment le thème aujourd'hui est donc la nature et comment reconnecter l'entreprise à la nature. Alors vous qui avez du coup une longue expérience dans ce domaine, peut-être vous pouvez nous en dire plus. Et qu'entend-on par nature d'ailleurs? Je vais essayer par des images et puis quelques définitions très courtes de vous expliquer un peu la vision que moi j'ai, qui est tout à fait personnelle, hein, mais de ces questions de la nature. Déjà, quand on parle un petit peu des enjeux, on va parler de sauver la planète. Je vous rappelle que la planète, c'est un gros caillou hein, qui fait 6400 km de rayon avec un noyau un peu métallique, du magma, des croûtes. Ça, on s'en moque, c'est du caillou. Ce qui est important sur la planète et ce qu'il faut sauver, c'est toute la vie sur la planète, qu'on appelle la biodiversité. Et la couche de biodiversité, j'ai dit 6400 km de rayon, elle fait 25 km. Donc imaginez bien que la biosphère, c'est le tissu vivant de la planète qui est tout petit, et depuis 4 milliards d'années, il y a plein d'organismes, plein d'individus, et cette biosphère, elle est particulièrement fragile, le tissu il est menacé. Le deuxième mot-clé que j'ai voulu vous mettre, c'est l'anthropocène. C'est que cette biosphère, elle n'est plus du tout naturelle. Toute la nature est transformée. Je vais citer deux, trois exemples. 60% des écosystèmes ont leur fonctionnement qui est perturbé. Deuxième exemple, il y a 16 fois plus en poids de bâtiments, d'animaux d'élevage que de mammifères sauvages. Vous savez, quand on imagine la nature avec les lions, etc., c'est plus du tout ça, la nature. C'est une biosphère toute fragile, transformée. Ça, c'est le préalable, c'est le contexte. Il faut demain des métiers pour participer à sauver, reconstruire, gérer ce qui reste de vivant sur la planète. Alors, il en reste beaucoup, hein. La nature, elle est encore très puissante, etc., mais son artificialisation est énorme. C'est pour ça que j'ai mis deux mots importants, ingénieur. Je pense que les mots de demain, et là je vous renvoie un peu la balle, c'est qu'il va falloir des gens qui sauront précisément travailler sur les organisations, travailler sur les milieux pour réparer un petit peu cette nature ou pour la préserver. On n'est plus à l'époque des militants, même s'il faut de la foi. Demain, on aura besoin de techniciens. Et alors j'ai mis écologue. Écologue, il faut, bien évidemment, il faut des ingénieurs, mais il faut des spécialistes. Et pour moi, l'écologie scientifique, hein, qui est la science de la complexité du vivant, structure et fonctionnement du vivant à tous les niveaux, de la biosphère à l'écologie des virus, c'est donc ce métier de biologiste, et je pense qu'on aura besoin d'écologues. Et enfin, il faut des employeurs, il faut un business. Donc le business, je vais prendre notre exemple à nous, chez Elan, dans l'immobilier ou chez Bouygues. On a défini, on a compris qu'il fallait construire autrement. Construire autrement, ça veut dire qu'il va falloir modifier les comportements, modifier les pratiques, modifier les référentiels, d'où les labels, pour apprendre à construire la nature. Donc aujourd'hui, chez Bouygues, Bâtiment France Europe, c'est-à-dire toute la filière bâtiment, et chez Elan, on est en train d'inventer en ingénierie les métiers pour participer à je dirais, reconstruire et sauver la part de biosphère qui est importante pour nous. Monsieur Belenich, vous aussi, justement, vous êtes dans l'enseignement. Alors, vous pensez aussi qu'il y a une mission, justement, à changer un peu la nouvelle classe de professionnels qui va sortir de nos écoles et comment on peut le faire et comment les entreprises s'adaptent à ça aussi, peut-être, ou comment ne s'adaptent pas, justement. Alors, je pense qu'elles vont devoir s'adapter. Quand moi je vois les jeunes qui sont aujourd'hui dans nos écoles, vous l'avez employé tout à l'heure, ils viennent pour sauver la planète. Et souvent avec cette nuance-là, je partage complètement ce que vous avez dit. Et j'entendais votre souhait d'avoir des scientifiques, mais j'ai senti beaucoup d'engagement et de militantisme dans vos paroles et j'y souscris. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les DRH, quand on leur en parle, nous disent ça se coud. Effectivement, les entreprises se font interroger sur leurs valeurs et les entreprises se font interroger sur leurs pratiques. Ça, c'est clair que c'est aujourd'hui un vrai changement dans l'attente des jeunes. Nous, qu'est-ce que ça signifie pour nous, écoles, sur ces questions-là? C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'en prépare des formations qui soient capables de répondre à ces questions. Vous parliez d'ingénieurs, vous parliez d'écologie. Aujourd'hui, notre formation en génie de l'environnement, elle introduit une majeure en génie écologique. Qu'est-ce qu'on met derrière le génie écologique? C'est la manière dont on peut imaginer comment, avant ex ante, on peut réduire l'impact de l'implantation d'une activité humaine. Ça peut être une entreprise, ça peut être une carrière, ça peut être un quartier, ça peut être une route,
en amont pour réduire son impact, mais c'est aussi ex post, une fois que l'implantation a eu lieu, comment on peut remédier à ça, comment on peut transformer. C'est tout le travail de maintenir de la biodiversité, rétablir de la biodiversité, toujours dans la hiérarchie qui est imposée par la loi, c'est qu'on commence par éviter, traiter si on ne peut pas, et on compense dans le stade ultime, ce qu'on essaye en maximum d'éviter. Eh bien ça fait partie des formations où on approche systémique, où on essaye de donner aux étudiants la capacité de prendre en compte l'intégralité des problèmes, de ne pas arriver avec des solutions toutes faites. Moi, personnellement, le risque que l'on a dans nos écoles d'ingénieurs, c'est d'arriver avec une solution technique, ce qu'on peut parfois appeler le technosolutionnisme. Il faut vraiment qu'on prenne garde à ça. C'est notre réflexe, je dirais. Le métier d'ingénieur, il a eu du succès, il a montré des machines. Tout ce qu'on voit autour de nous a été conçu avec ces technologies. Il faut qu'on apprenne à revenir à la source, réavoir cette approche systémique et dans ce cadre-là, de repenser les choses et les aider à repenser. Je parlais tout à l'heure du rapport Jouzel. Il y a une volonté de faire que l'intégralité des ingénieurs aient des cours d'éco-conception. Je crois qu'on est vraiment dans cette logique de dire on ne peut pas le détacher. C'est ce qu'on vit dans notre école à Unilassal. On l'a intégré de manière très forte dans notre formation génie de l'environnement, mais également en agronomie, également dans le numérique, également en géologie. Les ingénieurs de géologie qu'on forme aujourd'hui ne fonctionnent plus, ne résonnent plus de la même manière que ceux qu'on formait il y a 20 ans. La question du pétrole, je ne parle même pas de la crise toute récente, mais aujourd'hui, nécessairement, doit transformer les pratiques, et je crois qu'il y a une vraie volonté de ce côté-là. C'est une réflexion que je me faisais. J'ai assisté à la fin de la conférence précédente sur le fait appel à toutes les bonnes volontés qui travaillent dans la technologie, mais à toutes les bonnes volontés qui ne travaillent pas dans la technologie aussi. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 10 ans pour arriver à tenir les objectifs qu'on s'est donnés. C'est-à-dire qu'on parle d'une trajectoire zéro carbone à l'horizon 2030 ou à l'horizon 2050 pour certains, en fonction des États ou des entreprises, mais en fait, personne ne sait ce qu'on met dans le plan. Moi, je ne sais pas, vous ne savez pas, ils ne savent pas non plus, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir qu'on l'invente. Et effectivement, il y a des outils. Et on se repose beaucoup sur la technologie aujourd'hui, mais si on reprend, je rappelle les derniers chiffres, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, un Français moyen, c'est 10 tonnes équivalent carbone. L'objectif, c'est 2 tonnes par habitant. Ça veut dire qu'on parle d'une réduction de 80%. On n'est plus dans les soldes, on est dans la braderie, de la grande braderie. On est dans la brocante, là. Donc ça veut dire qu'à un moment, ce n'est pas de l'optimisation qui va nous permettre d'atteindre cette dimension-là, c'est une modification importante de ce qu'on est en train de vivre, de la façon dont on le fait. Et ça veut dire que ça impacte à la fois les côtés technologiques, mais que ça impacte aussi la façon dont on vit, les usages, les différents éléments, la manière dont on va accepter de modifier nos modes de vie. Et pour ça, on a à la fois besoin de gens qui vont être des ingénieurs, on va avoir des besoins de concepteurs, mais on a aussi besoin de gens qui sont capables de réfléchir à des dimensions sciences humaines et sociales. Et moi, je ne suis pas issu des sciences humaines et sociales, mais je suis assez ravi de voir que la philosophie, la sociologie, l'ethnologie ou l'anthropologie redeviennent des dimensions qu'il faut associer à des projets, justement pour rendre ces projets viables aussi d'un point de vue de l'usage et d'un point de vue de ce que ça crée comme société. Donc voilà, en vrai, le principal mot d'ordre, entre guillemets, ou le principal message que je voudrais faire passer, c'est en fait personne ne sait. On ne sait pas. Il faut être optimiste, parce que sinon il faut qu'on arrête tout de suite. Mais donc on va décider d'être optimiste ensemble. Et il faut qu'on invente ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années. Et venez l'inventer avec nous, en fait. Mais quelle que soit votre formation d'origine, etc., il y a effectivement de la place pour tout le monde. La question de l'éthique, par exemple, aujourd'hui, est une dimension qui a été beaucoup boudée par les entreprises pendant très longtemps et qui aujourd'hui est centrale dans beaucoup de choses. Et on en parle avec une forme d'éthique géopolitique dans les derniers jours, mais il y a une question d'éthique vis-à-vis de la nature, la question de l'exploitation. Voilà. Et en fait, ces sujets n'ont pas été traités pendant une trentaine d'années. Et bien, remettons-les au goût du jour et construisons ensemble les formations et les métiers de demain. La réalité, c'est que quand on regarde les derniers rapports au niveau mondial, 50% des métiers dont on aura besoin dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui.
Donc moi, je ne peux pas vous dire que je vais vous former à ces métiers-là, puisqu'ils n'existent pas. Donc par contre, on peut essayer de se poser la question, quelles sont les compétences qu'il faut acquérir pour justement créer ces métiers et être capable d'implémenter des choses qui vont évoluer et nous permettre de faire évoluer la société en profondeur. Et dans les compétences nécessaires, il y a effectivement des choses qui sont liées aux sciences humaines et sociales. Et puis après, il y a la question de toutes les méthodes de la conception, hein, donc qui vont de l'ingénierie au design, en passant, etc. Mais de se dire, il va falloir être créatif parce qu'il y a tellement de choses à changer que sans créativité, on ne va pas y arriver. Oui, ça m'a fait penser notamment à Jean-Marc Jancovici qui avait dit récemment que si la France devait tenir ses objectifs climatiques, il faudrait qu'on ait l'équivalent de la récession qu'on a eue pendant le Covid chaque année. Mais je parlais tout à l'heure de 2 tonnes équivalent CO2. Hein, ça interroge la façon dont on vit ensemble. Quand vous faites votre bilan carbone personnel, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'une tonne 8. Pourquoi? Parce qu'une tonne 8, c'est la part de CO2 émise par les services publics en France. Ça veut dire qu'on dépense au niveau de la façon dont on fait société déjà notre objectif. Donc ça veut dire qu'il faut réinterroger la manière dont on vit ensemble, comment on organise les services publics, et c'est là où on a besoin de plein de gens différents aussi. Et donc on peut se poser la question à la fois de la relation à l'entreprise, mais aussi de la relation à comment on fait société, etc. Donc il y a un potentiel de métier et de façon de faire à inventer qui est absolument colossal. Mais il faut effectivement il faut prendre conscience, hein, 80% c'est énorme. Et le sujet étant du coup reconnecter l'entreprise à la nature, peut-être Monsieur Lemoine, vous qui avez la plus grande expérience, justement, est-ce que vous avez vu peut-être un changement de la part des entreprises et durant ces 40 années de carrière, voyez-vous un espoir peut-être ou est-ce forcément irréconciliable de concilier la nature et l'entreprise? J'ai l'impression qu'en ce qui concerne la biodiversité, c'est en train d'arriver, c'est en train de naître. Quand moi j'étais jeune et que je suis de travail, l'environnement c'était eau, air, bruit, déchets. Les salons ça s'appelait Polytech et on ne parlait que d'éco-industrie. Aujourd'hui, les 2 grands sujets dont on parle, c'est les changements et adaptation au changement climatique et biodiversité. Et je fais le pari que dans 20-30 ans, le thème chapeau, ce sera le vivant, la biodiversité, le climat, si on réfléchit bien, c'est-à-dire un sous-problème du dysfonctionnement du cycle biogéochimique du carbone. Donc c'est aussi un problème de biodiversité. Donc les choses sont en train de changer. Le constat qu'on fait, c'est que j'ai une petite crainte, moi, ou peut-être un espoir, je ne sais pas. C'est que la biodiversité, on n'y connaît rien. Je vous dis que chaque individu vivant de chaque espèce est différent. On ne connaît que 2 millions d'espèces, on pense qu'il y en a à peu près 14 millions. On ne connaît pas les espèces. Toutes les petites, là, les vers, les bactéries. Il peut sortir un virus comme ça qui varie et qui nous fout en l'air toute l'économie mondiale. Donc on se rend compte que, et moi je dirais peut-être pas la nature, je dirais le vivant, la complexité du vivant, on ne l'a pas considéré. Au XVIIIe, XIXe siècle, quand on allait faire des conquêtes dans les grands bateaux, hein, je vous renvoie au film Master and Commandant, il y avait toujours un naturaliste qui allait chercher des coléoptères dans les Galapagos, là. Parce que imaginez le gars qui a découvert l'EVA. EVA, caoutchouc, automobile, etc. Donc au XIXe, etc., connaître la nature, on était en plus à une époque coloniale, c'était se fabriquer une richesse, se fabriquer une industrie. La science technologique, l'époque qu'on a vécue après, a oublié ça. Et je reste persuadé qu'on va revenir demain vers la découverte de l'importance de la multiplicité du vivant. Et là, je relancerai peut-être la balle à mon collègue en parlant par exemple de la notion de bio-inspiration ou même de biomimétisme. On a dans la nature énormément de connaissances, mais énormément de solutions ou d'inspiration pour répondre ou à la difficulté ou à l'incertitude des sujets que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a monté cette formation. Après, je pense que le principal intérêt du biomimétisme et de la bio-inspiration, c'est déjà d'apprendre à regarder. Et effectivement, hein, de réapprendre à regarder. Parce qu'on s'est quand même pas mal coupé du vivant et de la nature et d'une nature qu'on a maîtrisée et finalement qui n'a plus vraiment grand-chose de naturel. Mais d'apprendre à regarder à plein d'échelles différentes, hein, effectivement, de la bactérie jusqu'à l'écosystème. Il y a des choses intéressantes à comprendre sur des logiques de matériaux. Alors on parle de biomatériaux, c'est
c'est un mot qui m'interroge beaucoup, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence entière, donc on va passer. Voilà, on peut s'interroger aussi sur la question des process, sur la question des organisations. Voilà. Alors après, la bio-inspiration et le biomimétisme, c'est effectivement un prisme qui est extrêmement fécond dans la manière dont ça modifie le regard. Et ça peut donner des inspirations pour créer, pour concevoir. Mais on en revient à la même question. Hein. Si le biomimétisme et les outils du biomimétisme sont appliqués bêtement et qu'on ne change pas le logiciel, l'algorithme, et qu'on change juste la matière qu'on donne en entrée, ça ne changera pas grand-chose. Et ça peut même amener à des choses qui sont un peu difficiles à vivre. Hein. Si on prend basiquement le banc de poissons, c'est une organisation qui accepte de sacrifier 20% de la population du banc pour sauver les 80% restants. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'appliquer ça tout de suite, là maintenant, à la population de la salle, par exemple. Donc, c'est une vraie question de savoir l'inspiration. Voilà. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des questions aussi par rapport à ça. On va rajouter la dimension humaine, qui est une dimension éminemment complexe et éminemment intéressante, qui amène des valeurs comme l'égalité, comme la fraternité, qui ne sont pas trop des valeurs qu'on retrouve exprimées comme ça dans le domaine naturel et qui complexifient le schéma. Mais c'est là où c'est intéressant et c'est là où on a des choses à inventer. Mais voilà, donc il y a des prismes qui sont des prismes qui nous permettent de devenir créatifs. Et après, il y a la question de la sélection de ces idées qui viennent. Et toutes ne sont pas applicables directement, heureusement. Sinon, on pourrait aller vers une forme d'eugénisme assez malsain. Enchaîner. Je rejoins complètement ce que vous avez dit. Le biomimétisme en soi-même, pour moi, c'est pas forcément la solution. Ça peut être un mode de solution. Il y a un rapport d'ailleurs qui a été produit il n'y a pas très longtemps par Force Stratégie sur la stratégie française qu'on pourrait imaginer sur le biomimétisme, qui est intéressant, qui a été publié par notamment une entreprise qui s'appelle Misseco et avec laquelle on a eu l'occasion de travailler. Sur ces questions, c'est important de revenir à l'essentiel, de revenir aux fondamentaux et de réarticuler les raisons pour lesquelles on se lance dans ce type d'activité. Vous parliez tout à l'heure de la connaissance des différents micro-organismes. Dans nos activités de recherche, on travaille, tiens, Misseco, j'en parlais à l'instant, Christelle Roger, voilà, qui a travaillé sur ce rapport. Bonjour Christelle. Elle pourra en parler tout à l'heure, je pense. On travaille dans nos laboratoires de recherche sur la connaissance de la biologie des sols. Aujourd'hui, on connaît très très peu le fonctionnement des sols. C'est-à-dire qu'on applique des méthodes agricoles traditionnelles où on va mettre tout un tas de produits sur le sol, des produits, alors on pense toujours aux produits phytosanitaires, mais aussi aux produits, aux engrais, etc., qui ont un impact sur le fonctionnement des sols, alors qu'on ne connaît pas le fonctionnement des sols. Aujourd'hui, on connaît à peine 4% de la vie microbienne des sols. Or, plus on avance dans la recherche en agronomie, mais de la recherche en biologie générale, vous parliez d'écologie, je pense que tout ça, ça se rejoint, plus on s'aperçoit que la manière dont la plante va capter ses nutriments dans le sol se passe par des interactions avec les mycorhizes et dont on découvre qu'elles sont encore plus complexes que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des pratiques sur les sols en ayant l'impression de comprendre et en fait on s'aperçoit qu'on ne comprend pas grand-chose. Eh bien ça, c'est une recherche qu'on doit mener, on doit continuer d'avancer sur ces questions-là, mais aussi de créer le lien, et ça revient un peu sur la thématique, le lien entre cette activité de recherche que l'on mène et la manière dont les entreprises peuvent s'en emparer. Parce que si on reste dans nos activités très théoriques et qu'on n'arrive pas à le concrétiser en une vision, une représentation d'un futur acceptable et désirable, mais c'est extrêmement difficile de passer du stade du laboratoire à le stade d'une représentation. Et ça, c'est un travail qu'on doit mener en complexité, travailler avec des entreprises pour arriver, ou des territoires, des collectivités. On travaille beaucoup aujourd'hui dans nos laboratoires de recherche sur les questions des territoires, on pourra peut-être y revenir, mais de créer ces ponts entre notre connaissance et la manière de transformer, mais d'accompagner aussi ce changement, j'ai même envie de dire la transformation. Certains iraient même plus fort que moi en parlant de révolution, voire dynamitage de nos pratiques. Vous n'étiez pas loin tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on doit revoir nos systèmes et le faire intelligemment. Et pensez-vous du coup que entreprise et nature sont deux choses qu'on pourra concilier, ou y aura-t-il toujours d'autres tensions, d'autres facteurs, l'actionnariat, la régulation publique peut-être
Je vais vous parler de l'immobilier. C'est paradoxal, en plus l'immobilier c'est essentiellement une industrie financière. Hein. Bon, il y a les gens qui s'achètent leur maison, mais dans les grandes villes c'est des fonds de placement qui achètent. Donc c'est une industrie financière. Comment on a réussi à intégrer les questions de nature dans le monde de l'immobilier? Eh bien, tout simplement en revenant peut-être à des modèles. Déjà, le fait que quand on construit un bâtiment, il y a le bâtiment bien sûr, mais il y a les extérieurs. Il y a la relation intérieure-extérieure. On a découvert avec le Covid, enfin on a mis en évidence avec le Covid, que les gens, ils avaient besoin d'aller dehors, etc. Si vous rajoutez une couche de prise de conscience écologique, les gens, et puis ils ont besoin de... Enfin, ils aiment avoir une petite action qui peut commencer par un pot de romarin sur leur balcon, un balcon végétalisé, un jardin partagé. Donc on sent qu'il y a cette demande un petit peu de nature. Et on a même été plus loin. On est allé rechercher dans des approches un peu d'anthropologie, enfin, et avec la notion de biophilie. Vous savez, bio, c'est le vivant, philie, j'aime. La biophilie, c'est l'idée qu'on vient de la nature. Il y a 300 millions d'années, hein, on a été fabriqué dans la nature. Si on a les sens qu'on a, c'est qu'on les a conçus, évolués dans la nature. Et on vit dans des milieux urbains. Donc les gens, ils ont besoin d'avoir à redonner une place paradoxale à quelque chose de nature. Alors, on n'a pas beaucoup de nature en ville. Et moi, je dis toujours, hein, on n'est pas là pour sauver la nature en ville. Par contre, on crée énormément de liens des urbains avec le vivant. Le pot de romarin sur son balcon qu'on voit fleurir, eh ben, c'est une expérience de nature, c'est quelque chose. Et ça, c'est tout à fait concret. Donc, ces mots de biophilie, de création, d'expérience de nature, c'est bien une manière d'ouvrir de nouvelles portes qui peuvent intéresser les gens du marketing de l'immobilier, par exemple. Messieurs, vous avez une dernière commentaire sur ce sujet, peut-être, avant qu'on passe aux questions? Ouais. Juste, vous parliez de construction, moi j'ai envie de parler de déconstruction. En fait, c'est intéressant d'avoir toujours, je parlais d'approche systémique, d'avoir une vraie conscience de quel est mon impact. 60% des déchets viennent du bâtiment. On travaille aujourd'hui dans nos laboratoires avec des collectivités, je pense à Rennes Métropole en l'occurrence, pour imaginer comment déconstruire des quartiers afin de réutiliser le matériau en local pour reconstruire. Le lien que j'y vois là avec la nature, c'est si je ne vais pas chercher de nouveaux matériaux, je ne vais pas construire une nouvelle carrière et je ne vais pas donc aller embêter un écosystème qui n'a rien demandé à personne. Et je crois que c'est vraiment important d'imaginer quel est mon réel impact, là où j'ai vraiment un impact très fort, qu'on oublie, qu'on ne voit pas toujours, qui demande véritablement une compréhension. Par exemple, le bilan carbone est un excellent outil pour le faire. Je pense qu'on imaginera peut-être demain un bilan biodiversité ou que sais-je, pour justement se dire où j'agis réellement et là où mon impact est le plus fort. Et via cette déconstruction, reconstruction en local, on réduit l'impact et on le fait. Et pourtant, ça demande une technicité derrière qui est assez impressionnante. Et effectivement, on essaye d'y travailler. Voilà, juste pour refaire le lien, l'économie circulaire, c'est pas autre chose que du biomimétisme qui copie le cycle naturel de la nature et de l'écosystème. Économie circulaire, j'ai vu récemment un épisode de Thinkerview sur la fin des métaux. Et la personne interviewée expliquait de façon très passionnante que les métaux, c'est généralement une concentration de 0,1% de la roche. Donc c'est-à-dire que quand vous avez 1 kilo de fer de cuivre, vous avez 99,9 fois plus de remblai avec des substances polluantes et différentes choses, et que c'était un drame de se dire qu'en fait la plupart des métaux finalement étaient jetés, en fait, n'étaient même pas retraités, quoi. Enfin, tout ça a un impact. On parle de mine urbaine, effectivement, et il y a des vrais projets aujourd'hui pour aller rechercher et extraire l'enfouissement, ce qui a été nos déchets enfouis, pour essayer de retrouver des matériaux qui sont des matériaux essentiels. Et je crois que dans le contexte géopolitique qu'on connaît, l'activité risque, j'espère en tout cas, de démarrer bien plus vite que ce qui avait été prévu. Mais oui, tout à fait, c'est pertinent. Après, il faut faire attention parce que ce sont souvent des métiers des petites mains. Hein. C'est comme les gens qui faisaient les tas d'ordures pour recycler les cotons, les chiffonniers du Caire, etc. Donc, il ne faut pas non plus que... c'est une question de société de savoir effectivement est-ce qu'on est capable de valoriser aussi, et ça c'est une question aussi d'entreprise, hein, est-ce qu'on est capable de valoriser ces gens qui vont être dans la déconstruction à un juste niveau pour pas non plus être dans une dimension où on demande à des gens de faire nos ordures.
en les payant avec pas grand-chose, parce que c'est souvent une tentation. Donc ces questions de savoir comment on crée des cycles vertueux, ils sont intéressants aussi de savoir. Aujourd'hui, malgré tout, à part par la législation, on n'a pas réussi à intégrer la logique de désassemblage quand on commence à construire un objet ou un bâtiment. C'est-à-dire que c'est encore très rare de se dire, voilà, je suis en train de construire quelque chose, mais je penche déjà au moment où on va le désassembler. Et en fait, voilà, on y arrive sur certains sujets comme l'automobile, parce que l'État a légiféré et a dit, voilà, c'est obligatoire que vous ayez un plan de déconstruction, de désassemblage de cet objet complexe pour être capable de le remettre à des niveaux de matériaux élémentaires. Il y a 99% de notre production aujourd'hui qui n'est pas atteint par cette législation. Donc ça veut dire qu'on a plein de choses à penser et à modifier dans nos pratiques, à la fois de conception, d'usage, et de désassemblage de nos différents objets. Il y a un label avec un score de réparabilité qui est sorti sur vos différents objets numériques, par exemple. Et bon, bah... Je vous remercie beaucoup. Avez-vous peut-être une dernière annonce avant qu'on passe aux questions de la salle, peut-être au niveau de vos formations entreprises? Moi, j'en ai une, c'est que Elan a un stand là-bas, et on a des points forts. Bon, j'ai parlé de biodiversité, mais on travaille énormément en économie circulaire et aussi en carbone, et on recrute actuellement, donc allez-y. Si vous êtes intéressé, allez voir notre stand. C'est de la pub. Hein. Alors du coup, je veux remercier chaleureusement messieurs Olivier Lemoine, donc écologue, directeur biodiversité de Elan, Geoffroy Belléniche, directeur de Unilassal, et monsieur Simon Desmains, enseignant-chercheur à l'ENSI. Merci à vous, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et merci à vous, monsieur Valette.